Ce serait plus la tête, ça aurait été tellement marrant. Faites gaffe, il y a deux pôles, celui-là là et celui-là là. Il y a deux Ça va être genre casse la gueule s'ils sont C'est parti. On avait dû s'arrêter là à peu près, non? Sur cette petit passage de c'est ça? Ouais, je reprends à partir de là, sinon je pars à oui, donc en été, si je me souviens bien, voilà, dans la partie de la pénibilité d'expérience. Et donc, l'idée c'était de suivre un peu les analyses de Dewey. Ça j'avais restitué, je pense. Hein, donc surtout son texte de 1934, l'art de l'expérience. Parce qu'après, ce que je vais essayer de faire, c'est qu'il ne reste pas beaucoup de temps en fait. Hein. En gros, il y a aujourd'hui, la semaine prochaine, et puis après c'est l'examen quoi. Et oui. Et oui. Donc, oui, c'est l'examen. Donc en fait, voilà. Alors, on va essayer de retenir ça, donc, puisque l'idée c'est de suivre un peu vraiment l'influence de cette esthétique pragmatiste à laquelle là simplement je vous introduis, on s'initie un petit peu, sur les néo-avant-gardes, hein, vous voyez, surtout les néo-avant-gardes américaines, après les années 60, on verra ça juste après, voilà, tout ce qui est l'art presque comme la vie, l'art qui touche presque à la vie, etc., à travers Fluxus, Capro, etc., donc, jusqu'à aujourd'hui, donc on essaiera de voir ça. Donc là j'étais plutôt sur, j'espère que c'est assez clair, hein, sur un petit peu le cadre théorique, et là vraiment c'est très précis, vous verrez le cadre théorique de ce que vont être ces avant-gardes, hein, ces néo-avant-gardes, et voilà, donc là je suis les analyses de Dewey. La dernière fois, je ne sais plus trop, on était plutôt, oui, la dernière fois évidemment on avait commencé, alors vraiment, vous voyez, je suis un peu libre, par le tout début du bouquin de Dewey, où il disait, vous vous souvenez, au fond, si on met l'art sur un piédestal, on s'interdit de comprendre, et on le coupe finalement de son public, on le coupe de la vie, etc. C'est rigolo parce que ça correspond un peu au tableau, non? Qu'est-ce qu'il y a au tableau, Pierre? Esthétique, éthique, politique? Esthétique, politique et statistique. Ouais, d'accord, ok. Et donc, oui, ça correspond un peu à ce partage-là, c'est-à-dire que la première approche de Dewey, elle est vraiment, on pourrait dire, presque sociale et politique. Vous voyez, bon, des discours auxquels nous, on est peut-être aujourd'hui assez habitués. Finalement, c'est un discours critique contre la muséalité, contre finalement peut-être la confiscation des œuvres au profit d'une élite, etc., etc. Bon, et là, ce qui m'intéresse là maintenant, c'est, si on rentre un peu dans le détail, c'est finalement... Ça, je pense que c'est très génial. J'espère que ça va passer. Je pense que c'est très très singulier. Vous voyez comment il s'y prend là dans ce extrait qu'on avait déjà vu. Au fond, si on veut comprendre les œuvres d'art, il faut les dissoudre. Il faut les dissoudre littéralement, quoi. Il faut les dissoudre dans l'expérience. Et alors, ce qui est assez génial, ça c'est mon idée. J'en suis assez fier. Ce qui est assez génial, c'est qu'en fait, non je déconne, et c'est que si on suit ensuite l'évolution finalement, vous voyez, par exemple de l'art américain fin des années 50, 60, tout ce qui va se passer au Black Mountain College, etc., c'est réellement ce qu'ils font, quoi. Ils réalisent exactement, alors à son corps défendant, mais un petit peu ces intuitions et finalement ces démonstrations de Dewey. Ouais, si on veut comprendre vraiment l'œuvre d'art, il faut bizarrement commencer par s'en détourner. Et là, alors, le passage, moi je le trouve assez génial, c'est-à-dire que vous voulez comprendre quelque chose au Parthénon, ok, mais regardez ailleurs, quoi. Regardez ailleurs, et vous allez revenir après sur l'œuvre. Alors vous voyez, là, il y a le premier mouvement, ce qu'on avait dit un peu la dernière fois, on part des œuvres et on redescend, si on peut dire, vers l'expérience. Hein, vous voyez le truc. Un peu quand même, pensez à ça, parce que j'ai pas eu le temps de développer beaucoup, mais un peu déjà ce qui se passe chez les transcendantalistes pour de toute autre raison. C'est-à-dire qu'il y a déjà, évidemment, chez eux, vous vous souvenez, chez Thoreau, chez Emerson, cette volonté de revenir à l'ordinaire. Hein, comme si l'expérience ordinaire était à la fois voilà, l'origine vivante, si on peut dire, de la culture. Là, c'est tout à fait ce que fait Dewey à son tour. Donc on part de l'œuvre, on se détourne, on revient, si on peut dire, on remonte comme ça à l'expérience ordinaire, à l'expérience quotidienne, mais parce que cette expérience contient, de manière embryonnaire, elle contient déjà évidemment les expériences ensuite esthétiques les plus sophistiquées que l'art pourra nous donner. Vous voyez comment il s'y prend. Donc là, dans ce passage, c'est tout à fait de ça dont il est question. Si vous voulez comprendre l'objet, commencez par regarder autour, et évidemment, ce qui est important pour nous quand même, parce que je vais revenir sur le terme, c'est que finalement,
il s'agit de resituer, ça vous avez compris, enfin c'est tout à fait limpide, hein, je pense, de resituer l'objet d'art, mais vraiment dans sa matérialité physique, mais et c'est pour ça que c'est une des solutions, de le resituer dans le flux, si on peut dire, de l'expérience. Vous voyez, alors, qu'est-ce que c'est ce flux d'expérience? C'est à la fois l'expérience des bâtisseurs du temple, mais c'est aussi l'expérience de ceux, évidemment, des utilisateurs, si on peut dire, du temple, donc évidemment de la culture grecque de cette époque-là, mais c'est aussi jusqu'à nous, évidemment, cette expérience conduit jusqu'à nous. Vous voyez, c'est ça l'idée qui est, je pense, assez forte chez Li Wei et qu'il ne faut pas rater. Il n'y a pas du tout de... Comment on pourrait dire ça? Il n'y a pas du tout de... Je cherche un mot précis. Ouais, mais ça ne va pas me plaire. Il auratise pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'aura d'une œuvre d'art qui viendrait d'un temps immémorial, d'un passé qui, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sacralisation de l'œuvre du passé. C'est ça qui est très fort et qui est très intempestif, mais qui est à la fois évidemment très moderne chez Li Wei, qui va devenir, enfin qui va vraiment ensuite exploser, si on peut dire, dans l'art des années 60. Il n'y a pas du tout de sacralisation de l'œuvre qui viendrait du passé et jusqu'à nous qu'il faut évidemment, je sais pas quoi, transmettre, qu'il faut protéger, qu'il faut ceci, cela. Non, au fond, l'expérience esthétique continue peut-être à ce moment-là d'avoir sur nous, ça marche la phrase, d'avoir sur nous le Parthénon, elle s'adresse à nous, quoi, elle s'adresse à nous, modernes, etc. Vous voyez, ce truc-là. Donc, il y a vraiment déjà ce qu'on va retrouver chez Capro, c'est-à-dire cette façon de décharger l'art, si on peut dire, de son prétendu mystère, de décharger l'art aussi, alors bon, ça c'est tout à fait discutable, hein, mais peut-être de son passé, de sa dimension historique, etc., pour revenir à l'expérience ordinaire. Vous voyez le truc? Alors évidemment, il faut qu'on se penche un peu désormais, ne vous endormez pas tout de suite, sur la notion d'expérience et la manière dont Li Wei évidemment comprend l'expérience. Je ne sais pas si ça j'avais dit, je crois pas, mais ça c'est quand même assez important, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, non. Vous définissez, définissez en deux mots, est-ce que vous pourriez définir, parce que je sais que vous êtes philosophe par ailleurs, c'est pour ça, mais définissez la notion d'expérience. Ouais. C'est évalué, attention, c'est évalué par tout le monde, attention, c'est évalué à la volée. On y va, on vous écoute. Sujet, conclusion. Adverbe. On va faire l'expérience en tant qu'être subjectif, recevoir des éléments extérieurs qui créent une sensation ou une réaction. Pas mal. Un souvenir. Exemple, un exemple tout bête, tout simple. Non, c'est bien parce que vous dites, c'est bien compris, vous dites au fond, il y a un sujet qui va recevoir une impression, admettons, sensible, je sais pas quoi, je perçois une couleur, je sens quelque chose, je goûte, bon, et on se dit toujours, vous voyez, on est un peu déformé, on se dit toujours, on est plus ou moins, ça vous parle si je dis ça, on est plus ou moins évidemment spontanément empiriste. On se dit, bah oui, j'apprends quelque chose par expérience, ça veut dire que ici je reçois de l'extériorité, du monde, des objets, certaines informations sensorielles, et puis ces informations, j'en fais quelque chose. Bon, finalement, j'apprends, je vais m'en souvenir, etc., etc. Donc vous voyez, on est toujours dans la dualité. C'est un peu ce que vous avez dit là, qui était très clair. Hein, donc on est dans la dualité entre un sujet, un objet, entre une intériorité, si on peut dire les choses comme ça, et une extériorité. Ouais. Pas que par rapport à un objet, c'est par rapport à une situation. Ouais, allez-y, envoyez. L'expérience, ce n'est pas qu'une subjectivité, une personne, un objet, c'est un ensemble d'éléments. Une situation, on en parlait la dernière fois, un état d'esprit, ça peut être un truc. C'est pas que par rapport à un objet. Sauf si on parle d'objet comme étant la situation. Oui, ça peut être ça. Mais par contre, Pierre, ce qui est difficile, vous serez d'accord avec moi, je pense que ce qui est difficile, c'est de définir l'expérience autrement que par cette dualité. On est quand même un peu déformé, on se dit au fond, bah oui, avoir une expérience, faire l'expérience de quelque chose, c'est toujours un sujet qui va s'affronter, oui, mais ça peut être, vous avez tout à fait raison, ça peut être une situation, ça peut être un objet, ça peut être un sentiment, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est toujours un sujet, je dis de manière abstraite, un sujet qui reçoit une information, effectivement, et qui va réagir par rapport à cette information extérieure. Et vous voyez, c'est très difficile, et peut-être c'est impossible, de sortir de cette dualité, de ce clivage, dont on avait déjà parlé entre le sujet et l'objet. Est-ce que alors, juste on peut pas parler de dualité d'ensemble, est-ce qu'on peut pas juste parler d'un apport qui nous a été transmis, que ce soit positif ou négatif, parce que l'expérience peut être bonne ou mauvaise, mais l'expérience, c'est quelque chose en soi qui nous change, donc juste un apport, une transmission de quelque chose. C'est pas mal ça. Je change parce que je fais l'expérience de ceci ou de cela, c'est ça?
Oui, alors ça c'est pas mal, c'est en tout cas on est sur la piste. C'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait chez Dewey, ce qui est assez étrange, c'est qu'il lui il revient au socle un peu biologique de l'expérience. Au fond, mais ça je crois que j'avais déjà dit, ce qui se passe dans l'expérience, c'est au fond ce qui se passe en gros entre un être vivant et son milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a échange, il y a transaction, il y a presque finalement constamment une sorte de négociation qui fait que le vivant change, mais en changeant son milieu. Vous voyez, je crois que j'avais cité ce mot qui est assez marrant, où il dit même la palourde change son monde, quoi. Même la palourde a finalement, vous voyez, le truc le plus qui semble le moins bouger, le plus végétatif, il a évidemment lui aussi, il apporte aussi quelque chose de lui au monde qui l'entoure. Et le monde qui l'entoure lui apporte quelque chose. Donc vous voyez, alors, ça paraît tout à fait simpliste, mais c'est vachement intéressant de concevoir l'expérience de cette façon-là. C'est-à-dire que on n'est plus dans les théories de la connaissance classique. Est-ce que l'expérience nous apprend quelque chose? Est-ce que finalement elle nous apprend rien, etc. Non, c'est pas ça. C'est que de toute façon, exister, c'est sans arrêt être pris dans ce flux d'expérience où il y a effectivement une interrelation, c'est ça le mot important, il y a une interaction constante, permanente, entre finalement l'individualité que nous sommes, chacun d'entre nous, et puis ce qui nous entoure. Oui, c'est même pas un sujet face à des objets, c'est une individualité qui finalement effectivement se construit, évolue, change en permanence par rapport évidemment ici à son environnement. Hein, c'est ça l'idée. Oui, parce que même dans le discours le plus terre à terre et tout, on dit toujours oui, c'est la vie qui nous forme, on évolue en fonction de nos expériences, et c'est des expériences qu'on vit dans la vie, au bout de vie, qui forment nous ce que nous sommes. Donc c'est ça en soi, c'est oui, c'est un tout. Alors maintenant, évidemment, nous, il ne faut pas qu'on rate notre truc, c'est-à-dire pourquoi est-ce que, pour comprendre finalement, c'est ça son projet, pour comprendre l'art et l'esthétique, pourquoi est-ce qu'il faudrait revenir à l'expérience définie, vous voyez, de manière aussi littérale, aussi élémentaire, presque aussi, on pourrait dire, rudimentaire. Pourquoi est-ce que ça n'est que dans ce type d'expérience ordinaire qu'on va pouvoir comprendre ensuite ce qui est peut-être l'expérience plus sophistiquée que va être l'expérience esthétique. Vous voyez le truc, hein, ne ratez pas ça. C'est-à-dire que les esthétiques traditionnelles, elles ont toujours tendance à ajouter quelque chose à l'expérience, mais ajouter quoi, on ne sait pas trop. On l'avait vu dans la première partie du cours, c'est souvent ineffable, c'est souvent mystérieux, c'est un je ne sais quoi, on ne sait pas trop dire, etc., etc. Et finalement, on n'en sait pas plus à la fin qu'au début. Là, au contraire, l'idée c'est qu'on enlève plutôt des choses. Pour comprendre l'esthétique, partons déjà des sens ordinaires. Alors, c'est à la fois, hein, ne ratez pas ça, c'est à la fois une origine, c'est un point de départ, c'est dans l'expérience ordinaire, finalement, je vais comprendre ensuite ce qu'est l'expérience esthétique, mais ça veut dire aussi, c'est ça qui est important qu'on va voir maintenant, ça veut dire aussi que l'expérience ordinaire, elle a toujours, on avait déjà posé un peu la question, elle a toujours d'emblée quelque chose d'esthétique. Hein. Est-ce qu'on sait s'il y a plus d'expérience esthétique reliée à l'ordinaire que d'expérience esthétique reliée à l'art? Parce que ce serait intéressant de savoir. Savoir si l'art, ça possède quelque chose en plus qui fait que ça a tendance à provoquer la chose. Ah oui. Parce que si on peut avoir, je sais pas, une sorte de chiffre, ça permet de coincer le problème. Là, on part sur des suppositions, donc c'est normal. Mais... est-ce que l'expérience esthétique produit l'art, que l'effet que l'art a sur nous, si on dit de façon plus simple, est-ce que l'art produit davantage d'expérience esthétique que le quotidien Ah ouais. Non, je crois pas qu'on puisse dire ça. Je crois qu'évidemment on est obligé de dire, après c'est statistique, qu'au fond, enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est plutôt l'expérience quotidienne, l'expérience courante qui va fournir le plus d'opportunités esthétiques. Mais c'est pas contradictoire. Hein. Ce qui est Dewey répondrait, puisque là on essaie de restituer sa pensée, il répondrait simplement que l'art va nous fournir des expériences esthétiques plus intenses. Voilà. Plus intenses peut-être que ce qui se passe dans l'expérience ordinaire. Est-ce qu'il considère que l'art c'est plus propice à ce genre d'expérience oui. que l'ordinaire? Oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus propice, puisque d'une certaine manière c'est fait pour ça. C'est plus propice et c'est plus intense. Mais son idée c'est plutôt que si on ne commence pas par comprendre déjà peut-être la dimension esthétique de l'expérience ordinaire, on ne peut pas comprendre cette expérience esthétique plus intense que l'œuvre d'art va nous donner. Vous voyez, ce serait ça son idée. Mais pour vous répondre, parce que la question est vachement importante, je pense que du coup, c'est très délicat, parce que du coup, évidemment, il nous invite à regarder, à faire plus attention à l'expérience ordinaire. Or, on a déjà posé ce problème-là, il est évident que si on fait plus attention à l'ordinaire, oui, on va y trouver l'esthétique. Mais ce qu'il ne faut surtout pas, évidemment, rater, c'est que, sinon c'est un contresens, c'est qu'il ne s'agit pas d'esthétiser l'ordinaire. Vous voyez, donc ça a été beaucoup fait, de transfigurer le banal, je ne sais pas quoi.
c'est pas une esthétisation d'ordinaire. Je ne reviens pas après coup sur mon expérience pour dire ah ouais tiens ça c'est génial, je prends la douche, c'est super, je me brosse les dents, c'est super, c'est une expérience esthétique. C'est pas ça, même si après on verra que ça peut aller jusque là. Mais c'est plutôt que non, au fond, si je comprends ce qui se passe déjà dans l'expérience ordinaire, mais une expérience qui serait menée de manière complète, il y a déjà quelque chose, alors attention, là il est prudent, il y a déjà quelque chose d'esthétique ou de pré-esthétique si vous voulez. Donc c'est pas du tout que ça va nous donner la même intensité, voilà, qu'une œuvre d'art, qu'un film, que ceci, que cela, mais à une moindre intensité, on va retrouver à peu près tous les caractères qui vont faire pour lui l'expérience esthétique. Vous voyez, il évite les impasses, on pourrait dire, peut-être des esthétiques traditionnelles, où finalement, on ne sait jamais trop comment, qu'est-ce qu'il faut ajouter à l'expérience pour qu'elle devienne esthétique. On ne sait jamais trop, évidemment, ici, ce qu'il faut finalement, ce qu'il faut, en quelque sorte, parachuter sur l'expérience pour qu'elle devienne esthétique. Là, non, tout est déjà dans l'expérience. De ce point de vue-là, si vous voulez, pour aller vite et pour faire simple, c'est une pensée quand même empiriste. Hein. Bon, c'est l'expérience ici qui va nous fournir ce développement, voilà, ce développement possible jusqu'à une expérience esthétique ou une perception esthétique beaucoup plus fine, beaucoup plus raffinée, etc. etc. Justement, vous en avez parlé là un instant, si justement cette différence d'expérience esthétique, c'est justement pas la réflexion en elle-même. Ouais. Si on ne sait pas qu'il y a l'expérience esthétique dans le quotidien ou dans l'art, peut-être qu'il y a juste des expériences. Justement, quand on sait qu'on va être confronté à des œuvres, on se dit qu'il va probablement se passer quelque chose, on commence déjà à y penser et on peut-être retrouve nous-mêmes un peu ça comme une expérience parce qu'on y a pensé, qu'on y a réfléchi. Ouais. C'est pour ça qu'on peut aussi trouver de l'expérience esthétique dans le quotidien, parce que justement on y pense et il y a une réflexion. Oui. Ça, c'est plutôt les théories de Danto, de Georges Dickey, etc. Donc ça, c'est intéressant. Au fond, j'anticipe sur l'expérience esthétique à venir. C'est ça votre idée? Ouais. Alors, je sais qu'il peut y avoir expérience esthétique, j'y pense, du coup, je le sais. Si je ne le sais pas... oui, alors peut-être que chez Dewey, pour rester sur cette pensée qu'on essaie de comprendre, lui c'est plus simple et plus radical. Au fond, c'est plus empiriste, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que de toute façon, ce qu'il va essayer de montrer, c'est qu'en fait, à partir du moment où je vis une expérience, quelle qu'elle soit, et où je la vis vraiment en première personne, si vous voulez, où je la vis, et c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, où ça m'apporte, ça me change, ça m'apporte quelque chose, même si c'est fugace, etc., c'est déjà esthétique. Mais pourquoi? C'est ça qu'il ne faut pas rater. En fait, tout simplement parce que à ce moment-là, je suis absorbé dans ce que je fais. Et en fait, il retrouve la finalité sans fin, mais de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus empirique. On n'a pas besoin, comme chez Kant, au fond d'une analytique super complexe pour débrouiller ça. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose et que je prends plaisir à faire ce quelque chose parce que je le conduis jusqu'au bout, je suis dans quelque chose d'esthétique. Je suis dans une action, une expérience qui est esthétique. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est-à-dire que finalement, je ne fais plus quelque chose en vue d'autre chose. De toute façon, la chose que je suis en train de faire se suffit à elle-même. Vous voyez l'idée? J'en sais rien. J'ai appris l'exemple une fois. Si je dois aller d'un point A à un point B, la balade que je vais faire, c'est pas une balade. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un trajet. C'est un moyen en vue d'une fin. Maintenant, si je me balade pour me balader, bon, c'est déjà une expérience esthétique, vous voyez, minimale, mais c'est une expérience esthétique, tout simplement parce que, évidemment, là, je ne fais pas quelque chose en vue d'autre chose, je conduis une expérience, fut-elle la plus simple et la plus élémentaire, mais je la conduis finalement pour elle-même. Vous voyez, c'est ça plutôt l'idée. Donc, du coup, évidemment, l'ordinaire peut être esthétique, à condition, c'est pas tellement que je fasse, c'est pas tellement un accroissement de l'attention par rapport à ce que je suis en train de faire, mais c'est plutôt le plaisir que je prends à faire et à avoir une expérience qui est complète, qui est finalement, et qui est conduite jusqu'au bout, quoi, hein, qui est conduite finalement ici dans sa globalité, dans sa totalité, et qui n'est pas un moyen en vue d'autre chose. Ah, c'est délicat, parce que, voilà, oui. C'est pas forcément la notion de plaisir, parce que ouais. Ouais, mais ça marche pas, du coup. Non, j'ai réfléchi depuis l'autre fois, ça marche pas. Une expérience négative, elle n'est pas esthétique. Mais si, ça peut être esthétique, on parlait de salon la dernière fois, c'est une expérience, ça peut être une expérience esthétique, ouais. Même si c'est pas spécialement agréable du tout. Ouais. Il y a aussi dans l'enseignement aussi, c'est comme regarder des photos d'Alvin et Bella, c'est pas spécialement beau, ouais. C'est même vache, mais il y a une expérience lorsqu'on les regarde, elles sont esthétiques, même si elles sont dégueulasses.
Je comprends pas le plaisir à les regarder. Ouais, j'ai un fond hédoniste, moi j'ai du mal avec ça. Tu penses que ça doit être négatif quand il y a une sorte de conditionnement sur certaines expériences qui peuvent du coup faire partir notre point de vue et c'est comme un attrapage publicitaire par exemple, ça pourrait. Ça, c'est vraiment le côté négatif de certaines expériences. Oui, en tout cas, ça, je pense que c'est beaucoup plus fidèle à ce qu'on essaie de dire sur Dewey. Et effectivement, là, vous avez compris, c'est assez simple, c'est que si c'est une expérience qui est plus ou moins conditionnée, formatée, etc., elle m'échappe, quoi. Et au fond, j'y suis pas. Donc, je vis pas vraiment le truc. Je vis pas vraiment le truc en première personne. À ce moment-là, évidemment, je passe à côté. Et à ce moment-là, c'est un critère. À ce moment-là, ça peut pas vraiment être esthétique. Et c'est pour ça que, parce que sinon, évidemment, on ne comprend pas trop, c'est pour ça qu'évidemment, il peut trouver, bien sûr, de l'esthétique c'est ça le problème aussi, dans tout et n'importe quoi, mais à condition que, moi je pense quand même qu'il faut qu'il y ait ces deux choses, qu'il y ait une véritable expérience, c'est-à-dire que ça, on revient sur le sens biologique, quand même qu'il y a un échange avec quelque chose d'autre que moi, qui est évidemment un échange avec l'extériorité, mais vous voyez, plutôt comme un flux, pas comme deux pôles qui seraient face à face, et puis, vous avez tout à fait raison, il faut que ce soit une expérience en première personne, quoi, mais une expérience, c'est-à-dire vraiment individualisée. Et à ce moment-là, on a ce double critère qui fait qu'il y a déjà quelque chose d'esthétique. Maintenant, sur la question de l'expérience négative, oui, alors peut-être qu'on peut dire ça peut être une expérience esthétique, peut-être même pas sur le coup, mais en tous les cas parce que, et seulement si, peut-être ça me change, ou ça me... Enfin, il y a toujours une idée de perfectionnisme, ça me change et peut-être que ça m'améliore, j'en sais rien, vous voyez, voilà, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, on peut dire que c'est aussi une expérience esthétique. Là, si on revient au plus simple, il est évident que, oui, c'est pas révolutionnaire non plus, Dewey, évidemment, présuppose quand même qu'il y a un plaisir dans cette expérience, pour qu'il y ait esthétique, et puis que ce soit effectivement une expérience pleinement vécue et pleinement individuelle. C'est ça les deux, vous voyez, les deux critères. Bon, après, ça laisse un peu entrer ce problème-là. Alors, je vous montre juste comme ça, on va finir un peu sur ces réponses animées. Voilà, enfin là, ça répond un peu à toutes les questions qu'on a posées. C'est toujours Dewey, c'est toujours le même texte, c'est un art comme expérience. Là, je creuse un peu la référence. Voilà, je vous laisse lire le texte. Vous voyez, prenez bien le sens de vitalité au début du texte, à tous les sens du terme. Il y a une signification biologique et la signification courante, l'intensité, voilà, c'est ça. Voilà, là il y a tout ce qu'il faut. Il y a à peu près tout, ça résume à peu près sur la pièce. Ça y est, vous l'avez lu? Vous voyez? Ça y est? C'est savoir ce qui est une véritable expérience, hein, évidemment. Et tout le monde a vu? Ouais. Ça va, tout est clair? Regardez peut-être par rapport à vos définitions tout à l'heure de l'expérience. Là, on mesure bien peut-être ce qu'il y a de différent. Ce
S'il y a des différences, peut-être l'approche assez originale de Dewey, ça c'est quoi? Il met l'accent sur quoi en fait? Regardez bien le début, alors après évidemment la difficulté c'est cette distinction qu'il fait qui est présupposée au début, à condition que cette expérience soit vraiment une expérience. Donc est-ce que c'est une véritable expérience? Et c'est ça qui est délicat, on retrouve quand même une sorte de dualité, même si elle est compliquée, entre ce que serait le flux ordinaire de l'expérience, voilà, quand on est dans la vie courante, etc., etc. Et puis quand même, sur ce flux viendrait de temps à autre apparaître une véritable expérience. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un penseur de la continuité, il le dit de manière continue, vous voyez, il n'y a pas de rupture. Mais qu'est-ce que ça serait une véritable expérience? L'interprétation de ouais. celui qui ressent et du ressenti, mais qui ressent aussi l'individu. Ouais, alors lui il parle d'un commerce actif et alerte avec le monde. Comment est-ce qu'on peut, oui bon, enfin c'est très vague, mais comment est-ce qu'on peut préciser un petit peu ça? Et pourquoi? Oui, un échange, voilà. Et pourquoi c'est ça, pour lui, parce que là c'est quand même très clair, c'est ça qui est vraiment la forme embryonnaire de l'art. Là, comme il faut bien, ça a l'air de rien, mais il y a plein de catégories qui sont un peu bouleversées. C'est-à-dire que, du coup, il n'y a pas vraiment de différence d'ailleurs chez Dewey entre l'artistique et l'esthétique. Hein. Finalement, à partir du moment où j'ai une véritable expérience, je suis déjà dans quelque chose d'artistique. Pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est faire quelque chose... ouais, enfin si, on retrouve ça dans le langage courant. Faire quelque chose avec art, ça serait quoi? Faire quelque chose d'ordinaire, mais avec art. La lectrice de Michel de Certeau, vite, vous avez forcément des exemples. Faire quelque chose avec art, faire quelque chose d'ordinaire avec art, c'est ça que veut dire oui, là quand même c'est déjà effectivement une expérience esthétique et artistique. Avec art, ça sous-entend plutôt règle de l'art dans le sens technique de ouais, tout à fait, mais maintenant si on le voit vraiment, c'est la même chose, hein, mais si on le voit vraiment à partir de l'expérience, comment est-ce que ça marche? Pourquoi est-ce qu'effectivement il peut dire, et je pense que c'est juste, qu'à partir du moment où j'ai une véritable expérience de quoi que ce soit, et qui est ce qu'on disait tout à l'heure, qui est évidemment ce plaisir, etc., de faire la chose, à partir de là on est déjà dans quelque chose qui relève de l'art. J'en sais rien, je prépare à manger. Si je prépare à manger super vite, que ça me gonfle, que j'ai pas envie, que ci, que là, bon, au fond, je ne suis pas du tout dans quelque chose d'esthétique ou d'artistique parce que, évidemment, je vois juste le but, la finalité, et tout le moyen me paraît super pesant, quoi. Maintenant, si je fais à manger, mais que ce soit vraiment une expérience, que j'essaye des trucs, que j'essaie de faire un truc nouveau, etc., qu'il y a du plaisir à préparer le truc, que c'est pas trop pesant, et il faut que je suis content du résultat, etc., on est déjà, alors, évidemment, il ne faut pas exagérer, hein, mais c'est ça qui veut dire, on est déjà dans une forme embryonnaire de l'art. On est déjà dans une expérience qui a quelque chose d'artistique et d'esthétique. Je fais quelque chose en vue, quand même, d'une fin qui est bouffée, mais en même temps, je ne le fais pas que pour ça, quoi. Et au moment où je le fais, j'oublie même la finalité, quoi. Donc, finalement, je suis plutôt dans la confession du truc. D'ailleurs, souvent, quand on prépare à manger, les concerts et tout ça, on n'a même pas le truc, vous voyez. Et c'est ça qui est... Ouais. Aussi, ça, c'était l'oubli, mais même de soi, au final, un peu de... Ouais, il a de soi par rapport à l'art même. Ouais. Et sans finalité, j'ai oublié autre chose. Il parle d'ailleurs là dans le passage de l'abandon un peu de soi. Alors c'est pas un abandon non plus, dit-il, je ne sais plus comment il le dit, chaotique, désordonné, etc. Parce que oui, il y a toujours derrière, c'est ça que je voulais juste qu'on insiste un peu là-dessus, parce que c'est un peu exotique quand même comme pensée, il y a toujours l'idée derrière que de l'expérience au sens quasiment biologique, au sens darwinien, c'est-à-dire qu'au fond, il y a évolution. Si c'est une vraie expérience, il y a ce commerce évidemment avec ce qui m'entoure, avec l'environnement, je prends des choses de mon environnement et je donne des choses à cet environnement, et au bout du compte, moi-même j'évolue, quoi. Moi-même évidemment je me trouve transformé, mais positivement, quoi, pas négativement. Je me trouve transformé, je ne suis pas amputé de quelque chose, je suis plus riche peut-être de quelque chose, c'est ça l'idée. Oui. C'est aussi la conscience justement d'avoir quelque chose d'artistique de là, par rapport à l'expérience. Si on le sait, au final, même nous, ça nous revient au conditionnement. Voilà, c'est ça, c'est que quand on est conscient, et qu'il y a une potentialité d'artistique, d'expérience esthétique, on peut la vivre. Si on la connaît pas, on peut la vivre, mais on ne peut pas la saisir. Par exemple, n'est-ce pas, on fait un travail, on s'y adonne, on a cette perte de soi, du coup on est plein dans l'expérience esthétique. Mais moi qui est, par exemple, qui suis
à la fac d'art plastique, j'ai cette conscience que ce que je fais a une forme artistique et esthétique, alors que mon voisin, mon camarade de travail, lui, il n'a pas le voit pas comme ça. Ouais. Même s'il est tout autant dans son travail. Ah oui, oui. Donc ça c'est une belle question. C'est-à-dire finalement, ce que vous remettez un peu en cause, c'est la continuité que présuppose Dewey. Peut-être que cette continuité elle est artificielle. Au fond, celui qui fait super bien un truc, qui prend plaisir à faire le machin, tout ça, il n'a pas forcément conscience d'être dans une expérience artistique ou esthétique, c'est ça? Ouais, ça c'est tout à fait juste. Alors, il est certain que maintenant, pour restituer sa pensée, pour bien la restituer surtout, au fond, c'est pour ça qu'il écrit ce texte. Hein. C'est quand même, c'est sûr qu'il y a un effort pour, comment on pourrait dire, pour réorienter notre attention vers ce qui est déjà artistique ou esthétique dans notre expérience ordinaire. Voilà. Hein, c'est tout un texte aussi qui est très célèbre, mais c'est déjà du Cage, quoi, c'est vachement intéressant. Il dit, bah ouais, mais écoutez 2 secondes comme ça les bruits de la ville, et au fond, je dirais que c'est déjà une expérience artistique, quoi. C'était déjà une expérience artistique, esthétique, parce que, voilà, parce que il y a toujours ce paradoxe, soudainement, les sons qui vous environnent peuvent être non plus identifiés comme, je sais pas quoi, nuisibles, nocifs, envahissants, mais ils peuvent être juste perçus pour eux-mêmes, quoi. Et donc là, on est déjà dans quelque chose d'artistique et d'esthétique. Mais oui, c'est toujours ce même paradoxe. Bon, il faut quand même qu'il y ait une attention un peu artificielle, mais au sens, s'il y en avait un qui ne serait pas du tout négatif, vous voyez, presque négatif, oui, j'artificialise un peu les choses, quoi. Il faut un peu qu'il y ait une expérience, enfin une attention artificielle portée à quelque chose d'ordinaire, et du coup, ça devient esthétique, quoi. Ça devient esthétique, mais vous avez tout à fait raison. Est-ce que cette continuité, elle est réelle? Est-ce qu'elle n'est pas seulement conventionnelle ou un peu artificielle? C'est un peu la question. Je ne sais plus qui c'était en premier. C'était pas vous? Non, c'est Pierre? Je donne un exemple, c'est un peu bête, mais par exemple, si je mange une banane, mais que je ne sais pas que c'est une banane, je mange juste quelque chose. Dire j'ai mangé quelque chose, c'est indéniable, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est pareil pour l'expérience esthétique. Je vis une expérience. Si je n'ai pas justement le conditionnement et les connaissances, c'est juste une expérience. Alors que si je le sais que c'est une expérience esthétique. Puisque j'y réfléchis, j'y pense. Comme je mange une banane, je sais que je mange une banane. C'est con, mais je pense que ça va bien. Je n'ai pas du tout compris. En tous les cas, non, en tous les cas, pour l'instant, si on essaie de rester un peu si on essaie de rester un peu dans l'analyse de Dewey, lui, je pense qu'il répondrait, ouais, mais là, c'est parce que vous êtes trop, c'est trop subtil après votre truc. Lui dirait non. Si je vis au fond, je rentre dans la banane, je mange la banane finalement avec plaisir et tout ça, enfin je sais pas quoi, je leur bouffe pas, quoi, juste pour me nourrir. Non, en fait, bon, mais je suis, oui, dans quelque chose. Mais attention, hein, je ne veux pas du tout caricaturer, je suis dans quelque chose, bien regarder les mots, je suis dans quelque chose qui est un embryon de ce qui va se passer, bien sûr de manière beaucoup plus intense, dans une véritable expérience esthétique. Oui, bon, il ne comprend pas tout, hein, mais c'est quand même un embryon, alors c'est tout. Après, qui nous permet d'une part, si vous voulez, de ressaisir le cheminement qui va de cette expérience ordinaire à l'expérience esthétique, et surtout qui nous permet ensuite de faire le chemin inverse. C'est ça qu'on voyait tout à l'heure sur le Parthénon. Donc je peux effectivement me détourner de l'œuvre pour revenir à cette expérience-là, et vous voyez, et à ce moment-là, peut-être, bon ça c'est sa thèse, hein, je resitue mieux l'œuvre d'art à la fois, si vous voulez, par rapport à l'expérience esthétique, mais évidemment l'enjeu quand même, c'est un enjeu aussi politique chez lui. Je resitue mieux l'art au sein de la société, tout simplement, et je resitue mieux l'art par rapport au public, etc., etc. Vous voyez, bon, cet effort de continuité, cet effort de ce qu'on appelait tout à l'heure la dissolution, au fond de l'œuvre, dans la réalité, dans la vie, ça a aussi cet enjeu vachement important. C'est-à-dire, si on veut que l'art ne soit pas coupé du public, qu'il ne soit pas, voilà, on pense au mot à lui, de l'époque, qu'il ne soit pas évidemment quelque chose destiné à une élite ou je ne sais pas quoi, il faut évidemment qu'on puisse retrouver cette continuité. Si, lui il est très clair là-dessus, si cette continuité elle est rompue, ça veut dire que forcément, c'est ça sa thèse, hein, ça veut dire que forcément le public, lui, il va se contenter de satisfaire ses besoins esthétiques sur des trucs pourris, quoi. Et puis le grand art, la grande culture, la haute culture, ça sera complètement évidemment confisqué, réservé à je sais pas quoi, je sais pas qui. Vous voyez, donc c'est ça, il ne faut pas rater l'enjeu. Hein. C'est ces questions qui semblent très comme ça, finalement un peu byzantines, c'est pas du tout ça. Hein. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment l'enjeu politique, quand même éthique, si on peut dire même, finalement très
important de savoir quelle doit être la place de l'art en fait dans la vie, quelle doit être la place de l'art dans la société, etc. Et c'est ça son truc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une manière de montrer que moi j'avais jusqu'à dire que l'art ne peut être que démocratique. Hein, vous voyez, si on joue un peu sur les mots et sur des grands mots, c'est-à-dire que c'est pas du tout. Le souci, c'est pas qu'il faut démocratiser l'art, c'est que si on comprend bien l'art, il est de toute façon d'emblée forcément le démocratique, puisque, je reviens sur ce passage, puisque de toute façon on en trouve l'embryon, on en trouve évidemment ici les linéaires avancent, on peut dire, on en trouve évidemment les prémices dans n'importe quelle expérience que nous sommes capables de faire, à condition, oui, qu'on fasse un peu attention à l'expérience qu'on est en train de vivre. Voilà, et c'est ça le plus délicat, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à condition que cette expérience ne soit pas évidemment une expérience par procuration, qu'elle ne soit pas conditionnée par des trucs qui n'appartiennent pas du tout, qu'elle soit vraiment la mienne, quoi. Et là, je suis déjà dans quelque chose. Alors, évidemment, il ne faut pas faire de contresens, ce qu'on va voir après tout à l'heure, et ce que, par exemple, Alan Capro va faire de sa lecture de Dewey, c'est une lecture un peu qui est géniale, mais qui en même temps, évidemment, qui pervertit un peu les textes de Dewey, parce que lui, il va aller jusqu'au bout. Il va dire, ben ouais, du coup, effectivement, pourquoi est-ce qu'on devrait faire des objets? Pourquoi est-ce que l'expérience ordinaire, l'action ordinaire ne suffit pas, de toute façon, à être déjà dans un art qui est au plus proche et qui est finalement peut-être totalement immergé dans la vie, etc. Hein, c'est ça l'idée. Pardon. Ce que tu dis Arthur, ça me faisait penser à... Je crois que c'est Voltaire qui disait ça, que les gens ne tombaient pas amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Et pareil, on a l'impression de vivre quelque chose qui est immanent, alors qu'en fait c'est sûrement une construction sociale et intellectuelle. Ouais. Par exemple L'amour, par exemple. Ouais. En fait, les gens ne tombent pas amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. On se fait... Ah oui. On a un schéma dans notre tête qui est prêt à... On attend de vivre cette chose, et puis au final, dans une situation, on adapte ce schéma à notre expérience, à notre situation. Mais est-ce que ça vaudrait à ce moment-là pour toute expérience esthétique, ça? Moi, je disais que c'est pas parce qu'on n'aime pas quelque chose qui n'existe pas. Ouais. C'est le concept qui existe, après on peut mettre le mot dessus. Donc vous êtes plutôt dans l'idée que de toute façon on peut vivre Des choses sans les comprendre. On peut avoir une expérience esthétique sans les comprendre. Ouais. Enfin, si on prend son exemple, il est particulier. On pourrait vivre. Enfin, c'est tout ça. On peut vivre une expérience amoureuse sans savoir nommer ça. La conversion avec n'importe quelle expérience, mais le vertige, on peut découvrir sans savoir au départ quand c'est. C'est une question Mais dans ce délicate. cas, en fait, c'est pas grave. Si l'objet est matériel et que tu la vois, en effet, elle existe. Mais j'ai complètement pas maintenant expliquer ses sentiments. C'est juste un truc invisible. On sait, Oui. par exemple, à des moments, il y a Enfin, là, je pense que l'idée, c'était un peu d'ailleurs ce que disait aussi Pierre tout à l'heure. C'est cette idée que finalement, il y a quand même des expériences. Parce que là, ce que vous développez, c'est plutôt une dimension un peu illusoire. À croire que finalement, l'expérience puisse être, en tous les cas, puisse être vraiment la nôtre, puisse être vraiment individuelle, etc. Peut-être que, sans même s'en rendre compte, nos expériences sont très souvent conditionnées par, par un fond culturel, quel qu'il soit. Et là, bien sûr, que, en tout cas pour l'amour, ça marche. Peut-être que, si on regarde un tout petit peu l'histoire de l'amour, si on peut dire des choses comme ça, on s'aperçoit qu'évidemment ça marche. Oui, parce que l'idée de l'amour, telle qu'on l'a toujours encore nous aujourd'hui, elle est quand même relativement récente. C'est l'invention de l'amour pour toi, etc. Mais donc ça a une histoire, ça a une histoire culturelle, c'est une histoire littéraire, etc. Donc finalement, ça c'est intéressant, c'est une question délicate. Peut-être qu'on serait nous-mêmes dans l'illusion en croyant vivre une expérience, etc., alors même qu'elle est déjà un peu conditionnée, elle est déjà un peu, en tout cas, conditionnée, je ne sais pas si c'est le mot, mais elle est un peu déterminée culturellement, quoi. C'est ça votre idée. Ouais. Je ne sais pas comment répondre à ça. Il y a deux... Mais pour rejoindre ce qu'elle dit justement, est-ce qu'au final, parce qu'on avait différents points de vue, mais il y a un point commun à tous, c'est que ça semble être de la pensée non vocabularisée en fait. Puisqu'on tourne autour, mais peut-être parce que justement c'est quelque chose de brut et qu'on ne peut pas mettre de mots dessus. De la même manière que parler de l'amour, parce qu'on se fait une idée de ce qu'on entend, c'est peut-être exactement la même chose en fait. Non, je crois pas. Je
crois pas. Je crois pas qu'on tourne autour d'un truc, on ne peut pas dire machin truc. Non, je pense que là, vraiment, c'est pour ça que je voulais qu'on travaille un tout petit peu, hein, parce que bon, voilà, là, j'ai presque fini, mais un tout petit peu sur la pensée de Dewey, sur le pragmatisme, parce que là, non, ce qui est génial, c'est que là, non, il y a des mots, il y a des mots très précis, bon, pas très précis, bon, j'exagère, mais il y a des mots quand même, justement, on n'est pas du tout dans le je ne sais quoi, l'ineffable, le machin, le truc, non. Là, au fond, on ne peut pas être plus, alors là, pour le coup, plus pragmatique, j'ai fait exprès, je vais sur le mot, que cette partie-là, c'est-à-dire que non, là, ça consiste à dire, ben voilà, en fait, vous avez une expérience un peu intense de quelque chose, vous allez vous en rappeler, quoi. Vous allez vous en rappeler, ça vous a changé, même si c'est pas un truc révolutionnaire en vous, mais et au fond, ben voilà, ça c'était esthétique. Il y avait du plaisir, il y a eu un changement, une évolution, etc. Vous avez mieux compris quelque chose, non, est-ce que c'est arrivé, vous avez mieux compris quelque chose sur vous aussi. Au fond, ben voilà, c'était une expérience esthétique, c'était une expérience véritable. Et donc, au fond, là, pour nous, c'est la même chose. Mais encore une fois, et je pense que ça vous répond, il n'est pas question de dire que bon, ben, ça s'arrête là. Non, c'est simplement l'idée que c'est le seul et unique, si on peut dire exclusif point de départ pour comprendre. Ensuite, oui, des expériences qui vont être, et là il serait tout à fait d'accord avec vous, qui vont être tout à fait dépendantes de la culture, de l'éducation, de ceci, de cela. Mais c'est plutôt que, c'est ça qui est difficile à comprendre pour nous, c'est plutôt cette idée que, alors c'est plus que réalité l'expérience, c'est que finalement pour lui, apprendre, s'éduquer, etc., ça se fait essentiellement par l'expérience. C'est d'ailleurs c'est faire, quoi, hein, c'est son fameux truc, donc voilà, connaître c'est faire, quoi. Et donc c'est ça plutôt qui cherche à réhabiliter. C'est pour ça qu'il repart, voilà, qui fait ce petit truc très simple de lui dire, ben, si vous faites attention un peu à vos expériences dans la vie ordinaire, qui ont un peu plus de relief que les autres, vous verrez qu'au fond, ben, c'est déjà un truc qui est artistique et esthétique, même au plus bas degré oui, possible, même si c'est à un niveau très très élémentaire. Mais on a déjà tous les éléments qu'on va retrouver ensuite dans des expériences exquises ou je sais pas quoi. Vous voyez, bon, c'est plutôt ça son idée. Donc je ne crois pas qu'on puisse dire, à ce moment-là, on tourne autour de quelque chose qu'on ne peut pas verbaliser, etc. Non, c'est pas ça. Là, non, c'est quand même relativement simple. Si on a tous ces critères-là, hein, une expérience qui est complète, qui a un début, un milieu, une fin, qui est vraiment la nôtre, qui n'est pas empruntée, qui n'est pas évidemment ici limitée de quoi que ce soit, on est déjà dans quelque chose qui va être ensuite l'art, l'esthétique, etc. C'est plutôt ça. Hein. Systématiquement, en rapport à la fascination, non, justement pas, c'est pour ça que il évite ça quand même. C'est pour ça que justement ça peut être ultra ordinaire. Bon, je crois que j'ai appris cet exemple parce que c'est celui qui est un des plus célèbres dans l'expérience. Lui, il va jusqu'à dire un entretien d'embauche, ça peut être une expérience esthétique. Voilà. Mais on comprend bien pourquoi, parce qu'il fait exprès de choisir cet exemple-là. Mais pourquoi ça peut être une expérience esthétique? Ça n'est pas du tout forcément, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas de fascination. Mais si les deux protagonistes sont vraiment à ce qu'ils font, ben, ils vont apprendre l'un de l'autre, quoi. Ben, oui, bon, c'est le truc très bien. Ils vont apprendre l'un de l'autre. Ouais, il va y avoir un échange. Peut-être que le recruteur sera un petit peu changé par rapport à ce que finalement, etc. Peut-être que le recruté, lui aussi, va apprendre quelque chose d'eux. Et c'est juste de leur expérience. C'est pas forcément une expérience esthétique. Oui, mais parce qu'il y a des échanges qui sont voilà, mais c'est esthétique dans la mesure, et ceci est seulement si, c'est pour ça qu'il prend cet exemple évidemment exprès provocateur, si et seulement si j'ai un échange suffisamment riche, même si ça ne dure pas longtemps, mais suffisamment riche à ce qui m'entoure, et avec l'autre, ici en l'occurrence, pour que j'en sois positivement et, je ne sais pas comment dire, plaisamment changé, quoi. Donc il y a encore une notion de plaisir. Voilà, il y a quand même, oui, il y a quand même une sorte d'éducation, si on peut dire, là, qui s'est fait, sans que je fasse d'effort, mais d'éducation de moi, d'éducation ici des deux protagonistes. Ils ont appris quelque chose l'un sur l'autre grâce à cet échange. Peut-être qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense à ça parce que je regarde une série, ouais, je suis désolé, j'ai encore... voilà, je suis encore dans des séries pourries, j'adore ça. Et donc là, ma dernière série en date, je suis arrivé jusqu'au bout, je suis trop dégoûté, je n'ai pas encore la suite. C'est une série qui se passe dans le milieu des avocats d'affaires et tout ça. Donc, j'adore. Et donc, c'est très marrant parce que le point de départ un peu de la série, c'est justement un entretien d'embauche, mais complètement délirant. Ouais, c'est et suite. Ouais. Et donc, l'entretien d'embauche en question, c'est que le mec en fait arrive ouais, il arrive pour être embauché, et il arrive, évidemment, il n'est pas du tout prévu, et en fait, lui, il est en train de fuir la police, quoi. Enfin, il est en train de fuir pour simplifier la police parce qu'il a une histoire de drogue, etc. Et c'est la scène initiale, et c'est trop génial parce que le mec qui va l'embaucher, qui est l'avocat,
c'est un vrai entretien d'embauche en restant. Bon, il se trouve que, ça c'est le ressort de la série, le gars en question qui va être embauché malgré tout, alors qu'il n'est pas du tout avocat, qu'il n'a pas du tout les diplômes, qu'il a de la drogue dans sa valise et tout. Bon, c'est un mec génial, quoi. Il a des dons particuliers, tout ça. Mais voilà, on est exactement, je pas beaucoup, mais on est quand même, parce que c'est pas ordinaire, mais on est dans un entretien d'embauche qui est une véritable expérience pour l'un et pour l'autre, et qui va changer quand même radicalement leur vie, quoi. Qui va changer évidemment, surtout la vie de celui qui a recruté, mais de celui qui recrute aussi. Et au fond, parce qu'ils auront chacun appris quelque chose, même si ça va très vite, l'un sur l'autre, etc. Bon, voilà, j'exagère, hein. Mais en un sens, et quand même, je pense que c'est ça que nous, on voit en tant que spectateurs. Il y a vraiment un truc esthétique, il y a vraiment un truc à ce moment-là dans cette scène qui pourtant, voilà, enfin, est juste un entretien d'embauche qui aurait pu être classique, il n'est pas du tout, mais voilà. Donc vous voyez, c'est ça hein, le truc, c'est que c'est très, j'avoue hein, que c'est assez délicat parce que vous avez tous raison. Est-ce que finalement on n'est pas aussi victime d'une sorte d'illusion de se dire bon allez, peut-être qu'on en rajoute, peut-être qu'il y a une intention un peu factice. C'est sûr. Mais alors, par contre, il faut tenir bon là-dessus. C'est justement une manière d'en finir complètement avec les notions obscures, mystérieuses, les notions, vous voyez, un peu comme ça confuses sur l'esthétique. Là, vraiment, au contraire, c'est super clair, quoi. Oui, alors, bien sûr que c'est tellement clair que ça peut paraître aller un peu loin, quoi. Évidemment, vous disiez une pierre qui roule, qui tombe du haut de la colline, elle a une essence esthétique. Hein, là, c'est une essence véritable parce qu'elle rencontre des milliards de choses en chemin. Et qu'il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, il y a un aboutissement, voilà, bon, c'est ça l'idée. Et là, dans sa scène, évidemment, c'est ça. Là, vous voyez, on voit très bien, parce qu'il faut faire gaffe au terme, quand on dit trop vite, bon, mais enfin, quand il dit rythme, évolution, et pas stagnation, c'est ça l'idée, voilà. Bon, après, c'est une vision un peu vraiment darwinienne, quoi, c'est-à-dire que, de toute façon, exister, vivre, hein, là, il n'y a pas de distinction, vivre, c'est constamment changer, quoi, c'est constamment, évidemment, bon, voilà. Je suis très fan aussi des docs animaliers. Et je pense que, ouais, je sais. Et donc, pas de commentaire. Et donc, c'est trop génial parce que je pense que c'est exactement ça que j'avoue. C'est sûr qu'on voit, voilà, on voit le vivant dans son milieu. C'est totalement curieux, quoi. Et là, c'est des expériences constantes et vitales et risquées. Non, j'en ai rien à foutre. Non, la position de spectateur me convient parfaitement. Mais. Non, je plaisante à peine. Je veux dire, ça permet de mieux comprendre ce que veut dire Dewey, quoi. Il a raison, je pense. Il n'est pas question, on est d'accord, il n'est pas question de réduire, bien sûr, toute expérience esthétique, j'en sais rien, la lecture d'une page de plus à une expérience ordinaire bien vécue, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Mais ce qui est vachement plus intéressant, c'est de voir qu'il y a forcément continuité et continuité insécable entre les deux. Il y a une continuité réelle entre les deux. Voilà. Je pense que c'est l'heure de la pause, hein, non, c'est ça? Ok. On fait la pause. Tu sais, les singes qui prennent photo Voilà. Oui, enfin, le cours s'est un peu continué là pendant la pause, et en fait il y avait des questions assez intéressantes, et peut-être que après là je vous ai projeté. C'est bon? C'est le dernier extrait de Dewey qu'on lira ensemble. J'ai essayé de répondre à des questions là, qui me semblent intéressantes pendant la pause. Il y a deux choses qui reviennent dans vos questions. C'est finalement, alors quid in fine de l'expérience esthétique. Donc, alors il ne faut pas perdre de vue que, tant pis si je répète un peu, mais évidemment, j'évite juste les contresens. Hein, après, vous en pensez ce que vous en voulez. Il est évident que cette approche pragmatiste, qui est celle de Dewey entre autres, hein, mais là c'est clair pour vous, ne vise pas du tout, ou ne doit pas conduire, si vous voulez, à tout écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que
c'est la question que vous m'avez posée, à tout écraser comme ça sur l'expérience ordinaire, et du coup, après on avait déjà posé ce problème-là, on ne pouvait plus distinguer l'esthétique du reste, ou alors l'esthétique serait partout, enfin je sais pas quoi. Vous voyez, je sais plus qui c'est qui parle de ça, enfin, il y aurait une sorte de carnaval esthétique, bon, l'esthétique serait partout parce qu'il serait nulle part et tout ça. Non, c'est pas ça. Mais c'est plutôt, c'est ça qui est le plus difficile à comprendre, pour ça que j'insiste un tout petit peu, c'est plutôt la thèse de Dewey de nous montrer que, en fait, et quel que soit, parce que ça vous avez bien vu les problèmes que ça pose, quel que soit aspect la culture de chacun, hein, bien sûr, et quelle que soit l'éducation artistique et esthétique de chacun, c'est plutôt l'idée que, malgré, si on peut dire, cette culture, le point de départ, finalement, pour qui veut comprendre l'art et l'esthétique, le point de départ doit être l'expérience ordinaire. Voilà, c'est plutôt ça, sa thèse. Hein. Donc, c'est cette thèse de la continuité entre l'expérience ordinaire et l'esthétique. Alors, bien sûr, ça paraît du coup difficile de délimiter précisément l'expérience esthétique puisqu'elle est prise dans ce flux, mais je crois que pour l'instant on va s'en contenter. En fait, les critères sont relativement simples et ils ne sont pas du tout mystérieux. Les critères, c'est l'intensité, la vitalité. Hein, donc finalement, oui, une expérience intense. Alors là, je laisse de côté le problème négatif, positif, mais une expérience intense qui va tout simplement peut-être nous donner plus de vitalité au sens où vue d'entendre, c'est-à-dire qui va permettre peut-être d'évoluer, de changer, de m'enrichir, etc., etc. Oui, c'est des choses très banales. Ce sera une expérience esthétique. Vous voyez, bon, c'est ça l'idée. Voilà. Après, c'est l'exemple que je prenais. Bien sûr que faire la cuisine et y prendre plaisir, c'est pas tout à fait la même chose que lire une page de Proust de Huysmans. Mais c'est pas la même chose, mais ça se situe, c'est ça que veut dire Dewey, et il faut aller jusque-là, ça se situe sur une même ligne. Hein, c'est ça son idée. C'est-à-dire qu'il y a quand même continuité entre les deux, et il n'en reste pas moins, parce que là vous avez tous raison, surtout pour ceux là, qui m'ont interrogé à la pause, il n'en reste pas moins que bien sûr, mon expérience esthétique ordinaire, entre guillemets, va être et peut être influencée par ma culture esthétique, ça c'est sûr. Mais simplement ce que veut dire Dewey, c'est que de toute façon, on ne peut pas, pour comprendre cette expérience esthétique plus sophistiquée, que nous va nous donner là, etc., on ne peut pas faire l'économie de l'expérience ordinaire, c'est ça l'idée. Alors là, je vous montre le dernier passage ici de Dewey, après on va passer à autre chose. Oui, c'est toujours l'art comme expérience. Bon, c'est un peu coupé, mais c'est pas grave, enfin, je vous raconterai la fin là, qui est coupée. Je vous laisse lire le passage parce que là, voilà, ça fait une synthèse un peu quand même de tout ce qu'on s'est raconté. Et surtout, je voulais vous montrer ce passage parce qu'il y a cette autre chose qui est un peu complexe à comprendre à la première lecture chez Dewey, c'est ce lien, cette continuité qu'il fait et qu'il établit entre l'esthétique et l'artistique. Vous voyez, et qui ne va pas du tout de soi. Quelqu'un me l'a dit là à la pause, évidemment, on peut tout à fait choisir, comme le font les conceptuels, vous voyez, à partir des années 60, de rompre complètement et d'opposer les deux. Hein, vous voyez qu'aux Zut, il n'a rien à foutre au fond de l'esthétique. Ce qui l'intéresse, c'est l'artistique, point barre. Donc, c'est le processus artistique, et puis c'est tout. Là, évidemment, hein, chez Dewey, il faut resituer les choses, c'est quand même très différent. Il n'y a jamais de coupure franche, nette, possible entre l'esthétique et l'artistique. Hein. Bon, ne serait-ce que parce que l'artiste est son premier spectateur, et puis parce que, vous avez tous compris, parce que finalement, l'esthète, si on peut dire les choses comme ça, il doit remonter à l'expérience qui a été celle de l'artiste. Donc là, les deux sont jamais coupés. Bon, ça, c'est un présupposé tout à fait discutable, mais bon, voilà, il faut bien comprendre ce présupposé. Je vous laisse faire tranquille le passage. Vous l'avez vu, ça y est? Vous l'avez vu? Ok. Très bien. Bon, après, vous me dites, bon, là, c'est un peu plus emphatique, hein, ce passage. Vous me dites après ce que vous avez compris, moi, compris. Hein. Bon, là, ça m'intéressait, je commente en même temps, je suis désolé que vous le disiez, mais ça m'intéressait parce que là, voilà, là, on remonte, hein, vous avez compris le truc, le mouvement de l'expérience ordinaire à l'œuvre d'art, et là, c'est une synthèse, et il montre comment on peut redescendre de l'œuvre d'art à l'expérience ordinaire. Hein. Oui, voilà, ce qui m'intéressait, c'est que vous captiez bien, après vous en faites ce que vous en voulez, bien sûr, mais que vous captiez bien cette continuité qui établit, et qui est pour lui l'essentiel. Hein, c'est bien et quand même pensez au titre, hein, l'art comme expérience, hein, donc là c'est tout à fait clair. Voilà, l'art est d'abord une expérience, hein, c'est ça évidemment la thèse qu'il faut retenir, la plus essentielle de Dewey. Hein. C'est ça qui est intéressant pour vous. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant parce que et c'est ce qui va quand même vraiment beaucoup influencer après les néo-avant-gardes. C'est-à-dire que l'art est pas dans l'œuvre, c'est pas dans l'intention, c'est pas dans l'intention psychologique, c'est pas dans l'œuvre, c'est dans l'expérience. Et là quand même,
Après, on regarde évidemment ce qui se passe à partir de la fin des années 50, il n'est question que de ça, quoi. Bon, c'est pas du tout un discours abstrait, complètement détaché de la réalité artistique, hein. Même si c'est en gros, si vous voulez, 25 ans avant, c'est de avant-garde, ça a une influence très très directe, hein. Voilà. N'oubliez pas que Dewey était quand même un des administrateurs du Black Mountain College, donc qui va former quand même, enfin vraiment à peu près tous les grands noms des néo-avant-garde américaines des années 50-60, hein, où Cage fait les sessions, où Merce Cunningham évidemment ici, enfin vous voyez, là où s'invente la clinique, où s'invente la performance, les bases, etc. Bon, Dewey était très très attaché à cette éducation par l'art et l'expérience. Voilà. Je pense que, ouais, je pense que, vous voyez, le passage répond un peu à la question que vous posiez tout à l'heure. Oui, je parle à vous. Je ne sais pas votre nom. Julien. C'est Julien. Ouais, voilà, Julien. Ouais. Ça répond, je pense, le passage à votre question tout à l'heure sur l'abandon de soi, etc. Non? J'ai voulu faire ça. Ouais. Les gens ont vu, ça y est, vous avez vu? Ça vous rappelle un truc, ça ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Attendez, hein, j'essaie de m'en souvenir parce que j'ai pas les bouquins. Et ouais, nous apporte un sens particulier, je sais plus après. On peut l'inventer, hein. Là où l'égotisme n'est pas la figure de la réalité de la valeur, nous sommes des citoyens d'un vaste monde qui s'étend au-delà de nous-mêmes et circonstances vives de sa présence avec nous et en nous apporte un sens particulièrement. Pourquoi je n'ai pas pris avec moi? Je suis désolé. Je vous dirai ça la prochaine fois. Parce que là, j'ai eu la flemme de le retaper, j'ai fait un mauvais scan et voilà. Julien, alors ça répond pas? Je sais pas, parce que je pense que, à la différence de l'ordinaire, la particularité de l'art, c'est qu'elle nous met face à des choses qu'on n'a encore jamais vues la plupart du temps. À des arrangements, et donc ça nous pose davantage en spectateur, du coup, puisqu'on y écoute. Et c'est peut-être pour ça que ça favorise l'expérience esthétique au final. Et ouais. Me voilà dubitatif. Non mais j'aime bien parce que vous êtes un vrai mystique, vous, je pense. Non c'est vrai. Non mais j'aime beaucoup. C'est pas du tout. C'est l'audacieux, hein. C'est-à-dire qu'on sent bien que pour vous, non, il faut garder quand même ce truc que l'expérience esthétique, c'est vraiment à part, etc. C'est quand même un abandon de soi. Vous parlez tout à l'heure de fascination, vous voyez, bon, non, je suis devant quelque chose qui m'emporte, qui m'arrache à moi, quoi. Et alors, ce que je voulais essayer de vous montrer, je ne sais pas absolument de prêcher pour ma paroisse, hein, bien que moi je suis des points de vue super pragmatiste, hein, mais je pense qu'il a raison. Mais ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est pas contradictoire. C'est pour ça que je voulais bien vous montrer ce passage. Vous voyez, quand même, il débat pas avec le dos de la cuillère. Enfin, quand même, il rapproche le sentiment esthétique du sentiment religieux. Il rapproche quand même, vous voyez, bon, c'est quand même pas rien. Là, ça rejoint un peu ce que vous disiez peut-être tout à l'heure. C'est une expérience qui, effectivement, vraiment, il en fait le terme, semble être une expérience de dépassement. Hein, parce que je crois qu'il y avait de ça dans ce que vous disiez tout à l'heure. C'est une expérience de dépassement, mais ce qui est très passionnant, c'est qu'en fait, souvenez-vous bien de tout ce qu'on s'est rappelé que c'était rapide sur les transcendantalistes. Vous voyez, c'est dans le même sens. Je crois que j'avais dit, je sais plus, enfin c'est Carlyle, je crois, qui dit le transcendantalisme doit toujours s'accompagner d'un descendantalisme. Oui, c'est joli. On peut en tenir les mots. C'est assez joli, c'est-à-dire au fond, oui, ça semble emporter dans quelque chose qui nous dépasse, etc. Voilà. Mais en même temps,
à condition de jamais perdre le sol, quoi. Et le sol, c'est l'expérience ordinaire. Et c'est là que c'est effectivement dans ce passage. Oui, c'est très marrant parce que, enfin marrant au sens détonnant, parce que finalement, d'un côté, il semble que, bon, vous avez compris le sens du passage, là, on est tout à fait dans les marques qu'on a posées, pour comprendre l'expérience intense, hein, regardez bien, il résume le terme, l'expérience intensifiée d'un point de vue esthétique que nous donne l'œuvre d'art, il faut peut-être, et c'est ça évidemment, alors c'est sans doute ce avec quoi vous ne serez pas d'accord, mais il faut pour lui ramener l'art à l'expérience, hein, bon ça c'est certain, et donc l'expérience aussi la plus ordinaire. Mais vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est pas du tout contradictoire avec l'idée que cette expérience esthétique que nous procure de temps à autre l'art, pas tout le temps bien sûr, a quelque chose quand même de particulier, de singulier, voire de tout à fait hors du commun. Vous voyez, c'est ça l'idée. Mais ce sont ces moments où je me sens finalement peut-être moi-même dépassé par quelque chose de plus grand, mais en même temps qui m'enveloppe. Hein, parce qu'il y a toujours ce fond biologique, c'est ambigu. Et donc c'est ce que Deleuze appellerait un plan d'immanence. Je suis dans quelque chose qui m'environne, qui m'enveloppe. Et en fait, ce qui se passe dans l'expérience esthétique que procure l'art, c'est que j'ai le sentiment à ce moment-là, vous voyez, d'appartenir à un tout, d'appartenir à une totalité qui me dépasse d'un certain côté, mais qui en même temps est constamment en interaction avec moi. C'est un petit peu, dans toute proportion gardée, si vous voulez, ce que Romain Rolland et Freud après lui va appeler le sentiment océanique. Mais il y a de ça, hein, c'est sûr. Mais je crois, enfin, je sais pas, je crois que ça répond un peu aux questions qu'on se posait sur spectateur, acteur, finalement contemplatif ou actif, etc. Vous voyez, c'est très délicat parce que là, chez Dewey, en fait, cette catégorie du discours esthétique usuel et traditionnel ne marche plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un échange constant. Bien sûr que si je regarde, je dis n'importe quoi, très d'état, je regarde un paysage, oui, bien sûr que je suis spectateur de ce paysage. Mais Dewey ajouterait, je pense qu'il a raison, ouais, mais si c'est une expérience esthétique pour de bon, ça veut dire que je sens intensément que ce paysage, j'ai un échange avec lui, quoi. Vous voyez, bon. J'exagère. Mais pensez toujours au texte Princeps un peu pour nous qui est celui de Sartre, là où Sartre reste dans la dualité en disant ben ouais, c'est moi qui construis ce paysage par ma conscience, mais je sais qu'il continue à l'expliquer sans moi quand je retourne de zoo. Il dit oui, il dit tout à fait autre chose, il dit tout à fait ailleurs. Il dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de dualité là. Finalement, je sens dans cette expérience-là, parce qu'elle est esthétique justement, je sens que à la fois je suis dépassé peut-être par ce qui m'entoure, mais je ne suis pas dépassé comme si c'était quelque chose de transcendant. Je suis simplement en même temps complètement en continuité avec tout ce qui m'entoure. C'est ça que Sartre rend. Vous voyez, Sartre il reste prisonnier vraiment d'une dualité cartésienne ou hegélienne. Là c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, ben, oui, il y a une conscience constituante, créatrice, créative. C'est ça l'humain, et puis de l'autre côté il y a le monde silencieux, muet, etc. Non, chez Dewey c'est une interaction constante. Le monde m'apporte quelque chose et moi j'apporte quelque chose au monde. Hein, il faudrait presque utiliser, si j'osais, mais un peu toute chose, des métaphores quantiques, vous voyez, c'est-à-dire qu'au fond, ben, oui, l'observateur change aussi l'observé, quoi. Et finalement, il y a une empreinte phénoménale, si on peut dire, au sens strict, de ma contemplation du monde sur le monde lui-même, et c'est actif. C'est pour ça que c'est une expérience, vous voyez ce que je veux dire, et du coup, je crois qu'on peut garder, parce que là on a vraiment dans ce passage, ce que vous disiez, là qui était très bien sur l'abandon de soi, oui mais qu'est-ce que j'abandonne de moi? Pour dire oui, j'abandonne l'ego, j'abandonne l'égotisme, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un petit ego qui veut être partout dans le monde, non, c'est une individualité qui finalement se rend compte dans ce type d'expérience qu'elle est construite et elle est finalement nourrie par tout ce qui l'entoure, et qu'à son tour, elle nourrit aussi à son échelle ce qui l'entoure. Vous voyez, c'est plutôt ça. Donc on est toujours, et c'est ça qui est difficile dans ces passages, dans quelque chose qui évite au maximum la frontalité d'un sujet et d'un objet, quoi, la dualité, le face à face au fond. Hein, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très discutable, hein, ça j'avoue, c'est très... on n'est pas du tout obligé d'être d'accord, c'est pour ça que pour lui, ça c'est aussi un enjeu important, il ne peut pas y avoir réellement de distinction entre ce qui est artistique et esthétique, que les deux sont finalement, alors c'est pas les deux faces d'une même pièce, mais en tous les cas c'est deux étapes d'un même processus. Vous voyez, c'est deux étapes d'un même processus. Pour dire oui, je ne pourrais pas imaginer un processus artistique créateur, si vous voulez, au sens vraiment le plus simple, sans une dimension esthétique. Voilà. Et ça, peut-être que là, il a tort, parce qu'il y aura effectivement des artistes qui vont au contraire creuser le fossé entre les deux. Et d'un autre côté, je ne peux pas envisager une expérience esthétique qui ne soit pas un tant soit peu créatrice, un tant soit peu artistique.
Vous voyez, il y a déjà de l'art, même s'il ne se dit pas comme ça, même s'il ne produit rien, dans une expérience esthétique. C'est ça qu'on a ici. Ça va? Est-ce que ça répond à votre question tout à l'heure? C'est un souci. Ouais, c'est sûr. Mais, ouais, j'imagine. Ouais. C'est étrange, hein. Ouais, c'est étrange ça. Hein. Vous voyez, essayez juste d'en faire ça. C'est une solution théorique, bien sûr, hein, c'est la philosophie, mais c'est une solution théorique peut-être à ce problème de la dualité. Au fond, bah oui, je peux tout à fait dire que dans l'expérience esthétique, je me sens un peu comme ça dilaté dans ce qui est tout autour de moi, et pour autant, c'est pas du tout que tout se réduise à une subjectivité, à un ego, à une vision du monde, à une conscience d'eux, etc. Vous voyez, c'est ça qui dit et qui est quand même assez intéressant, assez puissant. Oui. Est-ce qu'on doit, rappeler ça à une dimension physiologique, c'est-à-dire une modification purement de la perception due au cerveau? Parce qu'à cette époque, justement, il y a beaucoup de recherches là-dessus, et peut-être qu'il est là-dedans. Oui, en tous les cas, si on emploie un peu un jargon philosophique, moi je dirais que c'est une pensée, je pense que ça vous répond, hein. Dewey c'est une pensée moniste. Vous voyez, moniste, ça s'oppose, on l'avait vu, à dualiste. Hein. C'est une pensée moniste et donc c'est toujours très difficile, c'est-à-dire qu'il essaie d'éviter au maximum, mais parfois c'est impossible d'expliquer les choses en disant voilà, d'un côté il y a un sujet, de l'autre il y a le monde, et au fond voyons les rapports qui se tissent entre eux. Et donc c'est ça qui est compliqué. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a en tout cas un étage vraiment physiologique et biologique chez Dewey qui est absolument évident. Il est très influencé par Darwin. Et donc, si vous voulez, mais ça me fait penser, vous voyez, au petit passage de Thoreau que je vous avais montré aussi, qui est très marrant quand il dit je rejoins l'unité de l'air, finalement je sens que les particules de mon sang échangent avec l'extérieur, etc. Vous voyez, c'est le même truc. C'est à la fois, parce que c'est une liste physiologique et spirituelle, si vous voulez. Voilà. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Non, mais au sens où, là aussi, il y a une continuité. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que l'expérience, évidemment, elle suppose le corps, elle suppose la physiologie, le physiologique, tout autant que la culture, tout autant que l'intellect, tout autant que la connaissance. Vous voyez, donc, c'est une expérience intégrale, quoi. Et comme toute expérience, elle fait jouer les deux. Vous voyez, ça c'est tout à fait juste ce que vous dites. C'est pour ça qu'il se méfie beaucoup, on en parlait aussi à la pause, peut-être d'une éducation esthétique qui ne serait fondée que sur la culture au fond livresque, que sur la culture des œuvres. Voilà. Et quand même, quand vous pensez à l'expérience du Black Mountain College, qui était assez géniale quand même dans son genre, c'était ça. C'était, vous voulez apprendre, ils apprenaient tout, hein, c'était pas seulement une école d'art, mais l'expérience principale se faisait justement grâce à l'art, quoi. Mais c'est-à-dire, c'était l'idée qu'il fallait faire pour comprendre, hein, il fallait faire les choses pour les comprendre, et pas seulement évidemment les comprendre pour les comprendre. Et du coup, voilà, c'était pour répondre à votre question, vous avez tout à fait raison, il y a quelque chose de physiologique. Alors après, Dewey va creuser le truc, hein, vraiment, mais on peut dire comme ça, c'est physiologique d'abord parce que c'est, évidemment, notre expérience, elle est toujours unifiée, hein, puisque c'est notre titre, elle est toujours unifiée, ou elle devrait être toujours unifiée quand elle est suffisamment intense, comme je le décris ici. C'est à la fois mon corps et mon esprit, évidemment, ici, mais c'est une seule et même réalité qui fait l'expérience. Et c'est pas, encore une fois, seulement une conscience, seulement un ego, seulement un sujet, ou évidemment, a fortiori, seulement un corps, quoi. C'est évidemment, c'est cette réalité complète, quoi. Voilà. Ouais. Alors, voilà, on va... C'est bon ça, c'est clair? Ouais. Ouais, voilà, c'est ce que je pourrais faire. À partir de maintenant, et puis peut-être pour la dernière séance, qui sera la prochaine fois, c'est... Mais voilà. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est voir un peu ce que j'avais annoncé, comment ces analyses philosophiques qu'on a suivies un petit peu là, bon après il faudra que vous travailliez un peu par vous-même parce qu'on est allé très vite, mais comment ces analyses philosophiques ici de Dewey, du pragmatisme, mon truc est super simple, hein, vont
justement, alors là, s'actualiser, s'éprouver dans les néo-avant-garde, en gros, ou ce qu'on a appelé parfois, mais j'aime pas trop le mot, puis personne ne l'a jamais aimé, les néo-dadaïstes, vous voyez, donc, c'est-à-dire les néo-avant-garde américaines des années 50-60. Hein, donc, Fluxus, mais surtout Alan Capro, c'est ça qui m'a intéressé beaucoup, Fluxus, Alan Capro, etc. Donc, l'invention du happening, j'ai parlé du Black Mountain College, de John Cage, de Mercy Midgall, c'est-à-dire l'invention quand même d'un art, je vais très vite, hein, je caricature, mais l'invention d'un art qui finit par se passer même de l'objet, quoi, hein, qui finit par se passer de l'œuvre, puisque ça peut être purement performatif, ça peut être purement évidemment une performance, etc., etc. Vous voyez, bon, c'est-à-dire là, ça va jusqu'au bout. Si l'art est expérience, hein, c'est ça la place de Dewey, si l'art est expérience, ok, très bien, au fond, vous en prenez acte, alors allons jusqu'au bout. Et finalement, faisons réellement de l'art une expérience. Et quand même, je pense que c'est... Ouais, ce sera ma dernière partie. Ouais. Vous voyez ce que ça veut dire, hein, c'est-à-dire, finalement, arrêtons de nous focaliser sur l'œuvre, sur l'objet, arrêtons de nous focaliser sur l'expression d'une très grande intériorité de l'artiste, je ne sais pas quoi, ça c'est plutôt la psychologie, misons tout sur l'expérience. Mais au sens où l'entend vibrer, c'est-à-dire cet échange, cette interaction, cette interrelation avec l'environnement, etc. Moi, j'ai pas entendu. Moi, j'ai toujours pas entendu. Oh bah... Allez-y. Impossible. Non, je ne fais pas la susceptible. C'est exactement vous disiez ce que vous avez pensé. C'était aussi. Je pensais quand vous avez dit... Vous avez parlé de taureau, c'est-à-dire qui fait qu'un avec le blabla, je trouve ça super stupide. Et du coup, enfin non, je veux dire, voilà. Mais je veux dire, ça fait trop, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait trop, je fais qu'un avec ça fait trop le truc bien parlé, bien dit. Et pourquoi, par exemple, s'il va dans la nature, très bien, s'il a un but, genre... comment dire, désobéissance civile, très bien, mais après, genre, je suis là, je fais qu'un, il m'aime bien, c'est bien. Je teste la nature, je trouve ça un peu important. Ouais. Bon, et du coup, bon, c'est bon. Non, mais je pense que c'est des jolis mots bien dits. D'accord. Donc, ce que vous mettez en doute un peu, c'est l'authenticité de l'expérience elle-même, quoi. C'est ça. Ouais. Et si c'était pas juste. Ouais, non, mais pourquoi pas. Alors, c'est vrai que... enfin, moi, je suis... je peux pas dire que je suis d'accord avec vous, non, je trouve pas ça stupide. Mais après, je comprends très bien que... enfin, il y a des pages de taureau, oui, qui sont tout à fait... qui peuvent nous tomber un peu des mains, bon. Mais, et puis, enfin, moi, je mettrais d'autres mots que vous, mais je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, on peut trouver ça un peu facile, au fond, cette prétendue osmose, fusion avec la nature et tout. Mais c'est quand même plus fin, hein, je pense. Après, on peut aimer, pas aimer, mais c'est plus fin au sens où, vous voyez ce petit passage que j'avais extrait, qui ressemble un peu à un coup quand même, c'est plutôt l'idée que, alors non, c'est plutôt ce que disait Julien, là, je pense tout à l'heure, c'est qu'au fond, c'est un abandon de soi, mais en même temps, c'est ça qui est marrant, quoi, étonnant, c'est un abandon de soi dans lequel je me retrouve vraiment, voilà. Bon, pas plus que ça, je me retrouve vraiment comme un individu. Et en fait, si vous lisez bien le passage qui vous paraissait stupide, ce qui est assez marrant quand même, qui n'est pas tout à fait stupide, c'est qu'en fait, il dit, ouais, il y a une espèce d'échange entre moi et finalement ce qui m'environne, mais enfin, ce qu'il dit même très vite, et moi je trouve qu'il le dit très bien, c'est, en fait, en gros, il est en train de se protéger du soleil avec sa main, et il dit, bah voilà, j'ai fait la même chose que ce que fait la feuille de courge, quoi. Et bon, bien sûr, ça va pas très loin, mais c'est beau parce que là, il y a vraiment... Ça illustrait un petit peu ce qu'il fallait entendre peut-être et ce qu'on devra entendre après vraiment par expérience et par expérience esthétique. C'est-à-dire que là, on a bien tous les éléments qu'on a synthétisés un peu à le dernier fragment de Dewey. Oui, il y a quelque chose qui me dépasse dans son environnement, mais en même temps qui rentre en moi, quoi. Donc ça ne dépasse pas, puisque c'est finalement c'est l'extériorité qui entre à l'intérieur de moi. Voilà. Et après, on peut changer bien sûr la situation des circonstances, mais je pense qu'on a tous à peu près vécu ce genre de situation. Voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais vous avez tout à fait raison dans le sens où il ne faut pas en faire une espèce d'esthétique normative. Enfin, c'est pas du tout ça. Hein. Non, pas du tout. Et sur ces degrés que tout à l'heure, on parlait d'un certain degré, c'est la même chose.
Oui, c'est l'intensité qui va faire, voilà, c'est tout. Hein. C'est l'intensité évidemment de l'expérience vécue qui va en faire sa dimension esthétique et l'intensité évidemment de ce sentiment qui décrivait là juste avant, dans le passage précédent, d'être vraiment en interrelation la plus complète, la plus riche, la plus ouverte possible avec ces environnements. Voilà. Évidemment, vous avez compris le truc, c'est qu'après c'est très simple. Au moins je suis dans cette ouverture, au moins je suis dans cet échange, au moins c'est esthétique. Voilà. Si je suis replié sur moi, si je suis voilà. Enfin, on a tous vécu ça, j'en sais rien. Il y a des résonances psychologiques, après très simple. Vous êtes déprimé, vous n'avez plus aucun désir, vous êtes complètement revenu sur vous-même, tout vous paraît hostile, difficile, compliqué. C'est le contraire de l'expérience esthétique. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas d'expérience esthétique négative. Il y a une différence entre l'expérience esthétique et artistique dans ce qu'il dit. Ben, lui, il les voit sur le même plan. Ouais. Alors, il n'est pas question, là encore, bien sûr, enfin, la question est pertinente, hein, il n'est pas question pour lui de plaquer l'artistique sur l'esthétique ou l'inverse. Mais si vous voulez, ce qui est plus intéressant, c'est que pour lui, il n'y a pas de coupure possible. Bon, il y a des textes, là, je ne les ai pas choisis, mais qui sont assez... Enfin, il y a ce truc qu'on avait fait l'an dernier, je crois que j'avais déjà évoqué avec vous, qui est assez marrant, où finalement il pastiche un peu un passage très célèbre de la critique de la faculté de juger de Kant. Et il dit on trouve un objet, vous vous souvenez, on trouve un objet qu'on pense façonné par l'homme, on le dispose dans un musée des arts produits, on trouve ça génial et tout. Bon. Et une semaine après, en fait, il y a des études scientifiques qui montrent que non, pas du tout, cet objet c'est le produit du hasard. Bon. Et c'est vachement beau parce qu'il dit, non, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ça veut dire qu'on était dans l'illusion totale, qu'on s'est complètement planté, qu'on a fantasmé sur un truc, et vous voyez, bon, mais lui, sa réponse est vachement plus fine, il dit non, on va juste le changer de musée, on va le mettre dans un musée d'histoire naturelle et tout ça. Mais ça montre pour lui, et vous voyez, ça vous répond, ça montre pour lui que l'artistique est inséparable de l'esthétique. Là où les gens auraient pu dire, bah ouais, ça montre que l'esthétique c'est n'importe quoi, parce que finalement, on s'excite sur un machin qui, vous voyez, la thèse de Kant, les normes de Kant, ouais, ça me plaît si c'est le rossignol qui chante vraiment, si c'est un mec qui limite, d'un coup, il n'y a plus d'effet, et je suis complètement, évidemment, déçu, trahi et tout ça. Mais là, non, non, on n'est pas du tout trahi, on n'est pas victime d'une illusion rétrospective. Là, simplement, ça montre que l'esthétique n'est jamais discernable complètement, distinguable complètement de l'artistique. Oui, ce qui a fait l'expérience esthétique et le plaisir esthétique devant cet objet, c'était aussi cette dimension esthétique qui fait que on attribuait évidemment à un objet façonné par l'homme, etc. Maintenant, le fait que ce soit la nature elle-même qui l'ait produite, ça va donner un autre type d'expérience esthétique. Mais voilà. Bon. J'avoue, hein, c'est tout à fait discutable. Hein. On peut au contraire scinder vraiment les deux, etc. Mais c'est quand même, il y a une réponse, quoi, chez lui. Voilà. Ça va vous avez lu, alors là, c'est un petit passage d'un texte qui est génial, qu'il faut vraiment que vous lisiez. C'est un texte de 58 d'Alain Capro. Alain Capro, ça va, hein, j'ai déjà parlé de lui et tout ça, vous situez bien? Ouais. Oui. Alain Capro, c'est voilà, un inventeur du happening. Il suit quand même, je fais une toute petite bio très rapide, il suit les cours de Cage, les cours de John Cage, donc ça va être très très important pour lui. Et surtout, il faut commencer par ce texte de 58 parce que Capro part de la peinture américaine évidemment des années 50, donc de Pollock, de l'action painting, etc. Hein, puisque le terme est inventé par Rosenberg. Bon, mais il part de là et de l'expressionnisme abstrait. Et ce qui est très, évidemment très frappant, c'est que il considère en gros cette peinture comme une sorte d'achèvement, d'aboutissement, d'acné, vraiment d'accomplissement presque de la peinture classique, et du coup, il faut en sortir. Et vous voyez, c'est ça qui est très beau dans ce texte-là, c'est que c'est une peinture absolument pour lui géniale et super importante, mais on ne peut plus rien faire après. On ne peut plus rien faire en peinture après ça. Vous voyez, donc, alors là pour nous, regardez bien la logique du truc, parce que ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, là où, si vous voulez, Greenberg, vous vous souvenez de ça, on avait parlé de ça, dira, ben ouais, mais c'est génial, parce que là, la peinture récupère son médium, on est dans l'autonomie absolue, enfin la peinture est libérée de tout ce qui ne la concernait pas. Capro va dire, non, on est libéré de faire de la peinture. On est libéré finalement de la nécessité de faire de la peinture, c'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on rentre dans la vie elle-même.
voyez, bon, n'oubliez pas ça quand même. Hein. Puis Capron a fait une thèse quand même sur Mondrian, enfin voilà, il sait vraiment de quoi il parle. Hein. Mais pour lui, finalement, il faut aller plus loin. Donc cette peinture, parce qu'elle était aussi action, parce qu'elle était acte, voulait quand même absorber un peu de la vie dans l'art. Mais maintenant, il faut aller beaucoup plus loin pour lui, c'est-à-dire il faut dépasser l'art vers la vie. Hein. Ça sera tout le truc de Capron, et c'est ce qu'on voit très bien là. Et c'est vachement fort quand même. Non ? Bon, là, faites gaffe parce que j'ai fait un petit montage, hein. J'ai coupé un peu de texte, j'ai fait un bricolage là, c'est pas, j'ai pas mis les 3 petits points, vous voyez, de rigueur, mais en fait, j'ai fait un collage, ici, c'est le même texte, bien sûr, mais j'ai enlevé une partie. Hein. Bon, là, quand même, par rapport à tout ce qu'on s'est raconté, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ordinaire et tout ça, la vie courante. Pourquoi est-ce que Pollock nous a laissé au point où il faut qu'on commence à s'intéresser justement à la vie ordinaire? Ouais, en un sens oui, mais pourquoi? Ouais, c'est ça, ouais. Non, vous voyez, c'est toujours le truc de Fillou, quoi, qui est quasiment contemporain de Pollock, de Capron, mais l'art doit montrer que la vie est plus intéressante que l'art, quoi. Et au fond, c'est exactement ça qui s'est passé pour Capron avec Pollock. L'art nous a montré que maintenant, il fallait... Oui, c'est vachement bien foutu son truc. Pollock, c'est déjà plus évidemment le tableau, c'est plus la peinture murale, on est dans l'action, on est dans le draping et tout ça. Au fond, on n'est plus dans le format du tableau, on est déjà dans autre chose. Mais du coup, allons-y carrément, quoi. C'est-à-dire finalement, on n'a même plus besoin du médium de la peinture. On n'a plus besoin du médium de la peinture, il faut qu'on rentre dans la vie elle-même. Il faut performer la vie, quoi. C'est l'idée. Ça va ? On regarde quelques images peut-être. On a le temps. On n'a pas trop le temps. Mais ce que je voulais faire, mais je ferai ça la prochaine fois. Enfin, putain, la prochaine fois, ça va être. Ouais. Il y aura beaucoup de trucs à faire. Oui, ce que je voulais faire, c'est juste, mais pensez-y peut-être pour la prochaine fois, parce que moi, vous savez, j'ai pas beaucoup d'images et tout, mais je voulais qu'on parle vraiment voilà, très vite, hein, mais de Rauschenberg et tout ça, vous voyez, ça vous connaissez, les combine paintings et tout ça, des peintures qui sont plus tout à fait des peintures, qui sont un peu des sculptures, des environnements et tout ça, bon, hein, ce qui se fait, voilà, il fait ça dans les années 50, Rauschenberg, c'était aussi un étudiant du Black Mountain College, hein, et à partir de là, continuer sur des environnements, vous voyez, de Capron, où il fait un peu la même chose, mais il va encore plus loin, il n'y a plus de peinture, mais c'est des objets, on ne sait pas trop, des sculptures, objets, tout ça, et puis après, de l'environnement, très logiquement, vous voyez, il va passer au happening, et c'est quand même génial par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment une dissolution qu'on peut suivre de manière très très rigoureuse chez Capron, une dissolution de l'objet. C'est-à-dire qu'on passe vraiment de la peinture au combine painting et tout ça, à l'objet, aux environnements, à ses premières installations, si on peut dire, hein, son truc avec les pneus, là, qui est très célèbre et tout ça. Et puis, à la fin, on n'a même plus besoin d'objets chez Capron, c'est-à-dire qu'il suffit du happening. Au fond, il suffit de penser à un petit script, tiens, et que personne ne doit, et ça suffit, vous voyez, on va faire ça à tel moment, je sais pas quoi, avant de descendre dans le métro, on va compter jusqu'à 5, et ouais, la fin, Capron, c'est ça. C'est-à-dire qu'au fond, il suffit juste d'avoir un script d'un happening possible, et puis voilà. Non, je pourrais pas, mais c'était super bien dit. C'était super bien dit. Non, mais je pensais à ça parce que hier j'ai vu. Ouais. J'ai vu un flash mob qui était génial. Et j'adore ça, les flash mobs. Et non, mais il y a un peu d'esprit du haptic quand même dans le flash mob. Est-ce que ça va, c'est tout ça, c'est vraiment ça super bien. Ouais. Il y a un peu de cet esprit quand même. Bon, sauf que, évidemment, c'est super préparé, c'est très théâtralisé, tout ça. Mais là, c'était génial. Ah, c'était un mec qui arrive dans un aéroport et il se trouve que c'était le 500 millième passager de la compagnie, machin truc. Et là, c'était dément parce que y a la fille qui est au comptoir et c'est parti, quoi. Et donc, je sais pas, qui me pose une question, je vais répondre. Et c'est parti sur, voilà, elle commence à chanter, à danser. Et puis après, il y a tous les mecs dans la file d'attente, évidemment, qui sont complices et qui commencent à faire un truc. Bah, c'est ça, c'est non, c'est génial parce que les mecs, vous êtes dans je sais pas quoi, il y a une foule, et puis tout d'un coup dans la foule, il va y avoir quand même,
c'est monumental. Il va y avoir, j'en sais rien, 40 personnes qui sont complices et qui font soit une danse, une chorégraphie, soit un truc. Eh ouais, non mais c'est pour ça que je dis, il y a un peu d'esprit du happening, donc les premiers happenings quand même, je crois, mais j'espère qu'on n'est pas d'énormité, hein. Dans le flash mob, quoi. Moi ça me fait cet effet-là, c'est génial. Là vraiment, là c'est performer la vie, quoi. C'est-à-dire que là, évidemment, d'un coup, il y a un truc, bien sûr, artistique, au milieu de la vie, en plein milieu, quoi. Et ça c'est... Bon, la grande différence, c'est qu'évidemment, le flash mob, c'est quand même pour surprendre. C'est quand même pour surprendre les spectateurs, quoi. Alors que le happening tel qu'il est conçu progressivement par Capro, c'est qu'il n'y a même plus de spectateurs. C'est que finalement tout le monde participe, il n'y a pas quelqu'un qui doit être surpris par la performance, par le truc, par le machin. Non, il y a le moins de théâtralisation possible. Donc au fond, ça devient visible. Et à la fin, c'est génial chez Capro parce que au fond, les meilleurs happenings, personne ne les a jamais vus, quoi, parce que bon, ils sont purement individuels. Et, au fond, voilà. Et on s'arrête là. Et ouais, c'est fini les gars, moi je continue à 6h, non? C'est quelle heure? C'est l'heure? Ouais. Non, pensez à ça, la prochaine fois on regarde les images, on finit sur Capro et tout ça. Et oui, il faut que je me fasse une petite pause.